Hello et bienvenue dans Traverser, le podcast de la transformation intérieure par Elisabeth Claes. Elisabeth, c'est moi. Je pratique la thérapie énergétique et vibratoire pour vous aider à vous reconnecter à vous et transformer votre vie. Eh ben, hello! Aujourd'hui, je reçois Lucille Bauer, Elbisan. Pour tous ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Et tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Eh ben, merci à toi. Donc moi, je suis Elbisan. Je suis artiste, chanteuse à la base, et puis ensuite multi-artiste. Donc je fais de la musique essentiellement et aussi du mouvement. J'aime pas appeler ça de la danse parce que je suis pas vraiment danseuse, mais je fais du mouvement. Et je suis aussi coach vocal et scénique pour les artistes. Trop bien. Et tu es aussi la maman d'un podcast. Oui, tout à fait. Qui s'appelle Artistes en équilibre et qui est un podcast sur la créativité, sur les dessous des métiers d'art globalement et sur un peu la santé mentale à l'intérieur des métiers artistiques. Trop bien, super. Nous, on se connaît parce que je t'ai découverte comme prof de chant. À la base, c'est pour ça que je suis venue chez toi. Et je peux dire que jusque maintenant, je me suis vue évoluer et nos cours ensemble m'ont transformée d'une certaine manière. Et du coup, je voulais te demander comme première question, en quoi ta méthode de travail à toi, elle est particulière par rapport à juste, je sais pas, je vais prendre mon cas, je venais pour un cours de chant, par rapport à quelqu'un qui va juste faire travailler la technique chez les gens. J'ai l'impression que toi, ta méthode de travail, elle est différente. Et est-ce que tu pourrais expliquer en quoi elle est différente? Et peut-être que c'est pareil aussi au niveau du coaching scénique, peut-être que tu as une approche différente de ce qui se fait de manière classique, du coup. Ouais, alors pour le vocal, c'est vrai que en fait, moi, je prends une approche plus globale, que ce soit scénique ou vocal. J'essaye vraiment de me dire, je vais aider l'artiste à être, l'artiste ou même la personne qui n'est pas artiste, mais qui vient me voir en tout cas dans une visée de libération de voix. Je vais essayer de l'amener vers ce qu'elle n'ose pas faire et qu'elle aimerait au fond d'elle. Donc, c'est vrai que je pousse souvent... Bon, il y a des gens avec qui je fais vraiment que de la technique, ça arrive. Des gens qui veulent vraiment progresser techniquement parlant pour être genre les meilleures chanteuses possibles ou des choses comme ça je fais aussi. Mais ça dérive souvent sur autre chose qui est un peu plus global. Donc ça peut être de la libération de créativité, ça peut être quelqu'un qui a toujours voulu faire de la musique et en fait qui n'ose pas et qui du coup va avoir envie d'expérimenter. Moi je l'accompagne dans cette expérimentation en lui disant que c'est possible et que c'est pas si compliqué que ça à faire. Parfois on se rend compte que c'est compliqué, mais au moins on se rend compte des blocages en fait on essaye de dépasser ça ensemble. Et moi je suis un peu comme une guide, enfin je me considère un peu comme étant quelqu'un qui va permettre à l'autre d'aller explorer des trucs qu'il n'oserait pas faire tout seul. Et en scénique, c'est un peu la même chose, voire c'est un petit peu quand même différent parce que même si mon approche, elle est très globale, en fait, le coaching scénique, c'est un truc qui n'existe pas depuis très longtemps. C'est quelque chose qui existe depuis, je pense, 10 ans à peu près. C'est quand les gens, ils avaient plus trop le temps de monter des spectacles et d'aller expérimenter sur scène. Comme, je sais pas, à l'époque, Charles Aznavour, il aurait fait genre 46 000 concerts et il aurait évolué pendant les concerts. Il y a un moment donné où les gens, ils ont plus le temps de faire ça parce qu'ils sont des fois projetés au devant de la scène et ils ont plus le temps de faire 4 scènes par soir comme ils faisaient à l'époque, quoi. En humour, par exemple, ils ont encore l'occasion de faire ça. Nous, beaucoup moins en musique. Et du coup, le coaching scénique, en fait, c'est pas vraiment de la mise en scène. Moi, j'appelle pas vraiment ça comme ça, quoique on peut aussi l'appeler comme ça dépend. Mais c'est plutôt aider l'artiste à être le plus libre sur scène et à, en fait, pareil, il ose pas faire des trucs dans sa tête parce qu'il se dit ça va être cringe ou je ne sais quoi. Genre moi, ce mot, il me rend ouf. Et c'est tout le temps ce qui revient. Ouais, mais si je fais ça, ça va être cringe. Ou si je fais ça, ça va être ça va être super ringard. En fait, ça va être too much de ouf et tout. En fait, moi, je suis juste là pour dire si tu as envie de le faire et que tu le fais avec la volonté d'être vrai, il n'y a pas de raison que ce soit cringe, il n'y a pas de raison que ce soit nul. C'est juste
permets-toi de le faire et on verra après en fait, quoi. C'est vraiment genre Donc, libérer les gens, quoi. Ouais, voilà. Leur montrer en fait, qu'ils ont le droit de se libérer, quoi. Exactement. Ouais. C'est leur montrer qu'ils ont le droit, en fait, ils ont plein de trucs dans la tête qu'ils osent pas faire et c'est de leur dire, bah, en fait, tu vois, c'est possible, quoi. Ah, Voilà. trop bien. Génial. Mais du coup, ouais, je me disais, et c'est exactement ce que tu t'expliques, ce que tu dois vivre. Je me disais, du coup, tu es le témoin de la transformation des gens. Tu dois les voir évoluer, mais Ouais, de carrément. l'extérieur, ça doit être un truc de fou. Et comment est-ce que toi, tu le vis et qu'est-ce que tu peux en dire de ça? Comment ça se passe pour toi d'être le témoin de ça? En vrai, c'est une transformation mutuelle. C'est trop génial parce que oui, tu es le témoin de quelque chose qui se passe et qui transforme l'autre. Ça peut être c'est toujours en bien, globalement, enfin, sauf si je fais mal mon travail, ça arrive. Mais ça arrive aussi que l'autre se fasse confronter à des blocages tellement puissants que c'est hyper frustrant aussi de mon côté. Ça m'est déjà arrivé de sortir énervée d'un coaching, par exemple, ou d'avoir des gens avec qui ça ne matche pas, en coaching vocal notamment, des gens qui viennent justement pour chanter, pour apprendre de la technique, et puis qui en fait, je pense qu'à chaque élève va un prof différent ou une prof différente, et y a des gens avec qui ça ne fonctionne pas. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est plutôt agréable quand ça fonctionne, on va pas se mentir, mais après, au début, j'étais très frustrée et je me disais, justement, c'est de ma faute, j'ai pas su faire et je lui ai pas apporté ce qu'il fallait. Et puis maintenant, j'ai appris un peu à lâcher prise sur ce truc en me disant que, en fait, j'étais pas la personne qui correspondait à cette personne. À fond. Et puis en fait, toi, du coup, le coaching permet une transformation, mais comme tu dis, peut-être quand ça vient toucher des choses trop profondes, si l'autre n'est pas prêt à affronter ça, c'est compliqué dans ta position parce que tu n'es pas une thérapeute non plus. Les gens, ils viennent pas en thérapie chez toi. Sauf que c'est quand même ce qui se passe un petit peu. Et ça veut dire que la personne, elle peut venir en se disant « Non, mais moi, je veux juste apprendre à faire ceci ou cela » et elle n'est pas forcément prête à se confronter à ce qui la bloque vraiment au fond d'elle-même, quoi. Ouais, complètement. Mais ça m'est déjà arrivé de vraiment avoir des gens qui étaient complètement bloqués, ils ne reviennent pas. Ils reviennent pas parce que c'est trop tôt, c'est pas ce qu'ils cherchent. Au final, ils avaient envie ils n'y arrivent pas. Ça arrive aussi souvent. Moi, je suis assez transparente sur mon profil en général. C'est des choses que je dis parce que justement, j'ai pas envie d'avoir des gens qui viennent pour autre chose que quelque chose de transformateur. Enfin, en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure. Au début, je donnais vraiment que des cours de chant. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'était... évidemment, la technique, ça m'intéresse. J'ai un truc très technique, j'adore ça. Je suis une tarée de la technique, j'aime bien. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis dit que... Enfin, je sais pas, c'est venu un petit peu comme ça. Et je me suis dit que c'était mon truc, en fait, de faire ça. Et qu'en effet, il y a peu de gens qui le font. Et que si les gens y viennent, autant qu'ils viennent pour la bonne raison. Mais c'est clair. Mais du coup, quand tu dis que tu es assez transparente sur ça, sur ton profil, qu'est-ce que tu mets en avant? Comment tu l'exprimes? Par exemple, quand j'étais sur Superprof à l'époque, j'avais un site sur lequel je mettais mes trucs pour trouver des élèves, tu vois. Après, c'est du bouche à oreille souvent maintenant. Donc, c'est comme ça que ça se transmet. Donc, les gens, ils m'envoient des gens qui sont déjà un peu dans le même délire. Mais à l'époque, je cherchais vachement d'élèves parce que je venais d'arriver à Bruxelles et puis j'étais un peu... j'avais besoin de sous, quoi. Et du coup, je mettais mon profil et c'est des choses que je mets. Je mets déjà que je peux faire de la créativité, je peux, je sais pas, faire de l'écriture avec eux. En fait, je mets déjà que je suis multiple. Et je mets aussi sur mon site, par exemple, je vais mettre que moi, je suis investie dans quelque chose de très psychologique un petit peu. Enfin, tu vois, sans rentrer dans, je vais faire ta thérapie, ce qui n'est pas le but. C'est ça. Mais ça donne déjà le ton, quoi. Mais ça donne déjà le ton. Je dis que moi-même, je suis une thérapie. Enfin, tu vois qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du psychologique derrière. Et je pense que ça met un cadre. C'est comme moi, par exemple, dans tous mes coachings scènes et sur mon site et tout, c'est marqué que je suis une logique féministe. Parce que, en tout cas, que je suis proactive dans ce mouvement-là et que, en tout cas, je ne vais pas imposer des choix et que je vais passer par l'artistique, etc. Et que aussi, je suis dans une ouverture d'esprit par rapport, je sais pas, ça m'est déjà arrivé de bosser avec des personnes transgenres et tout, tu vois. Et c'est un peu, c'est le même délire, en fait. Pour moi, c'est tu mets les cartes, tu vois, tu poses les cartes
tes petites cartes et ensuite les gens ils choisissent si t'es la bonne personne ou pas pour eux, mais je préfère faire ça plutôt que de me retrouver avec des gens qui me correspondent pas. Oui, parce que les deux parties sont embêtées du coup dans ce cas-là. Exactement. Et en fait, je me suis bien rendu compte que en fait, quand t'as quelqu'un avec qui ça matche pas, en général pour toi, et genre moi, ça m'est déjà arrivé vraiment d'avoir des élèves avec qui ça me prend une énergie de dingue. Genre vraiment la séance, je suis là. Oh, j'ai l'impression qu'il faut que limite en fait il faudrait que je prenne 6 fois plus d'argent pour cette séance-là que pour parce les que ça te coûte autres. autant en énergie c'est trop quoi, tu vois. Et en fait ces gens-là c'est les gens qui reviennent pas. Oui, donc de toute façon donc en fait ils reviennent pendant un temps et puis après des fois j'en ai, ça me coûte de l'énergie au début puis au bout d'un moment ça switch et ça c'est genre ultra génial quand ça arrive. Ça m'est arrivé avec quelqu'un qui était vraiment dépressif. Genre vraiment un dépressif, tu vois, pas quelqu'un qui était en déprime vite fait, quoi. C'était vraiment un mec ça faisait des années que ça durait, genre sa famille, ils sont tous dépressifs, enfin, c'est vraiment un truc très, très dur, quoi. Et en fait, c'est un mec génial. Et du coup, on a vachement... En fait, il venait chanter et il venait parler un peu, mais il venait surtout chanter. En fait, au bout d'un moment, je me suis dit, on discute, mais ça fait pas grand-chose. Viens, on chante. Tu vois, et du coup on a commencé à gueuler, je lui ai appris à gueuler. En plus il aimait trop les trucs de métal et de rock hyper intenses, tu vois, et parce que c'est un mec qui garde tout en lui, donc souvent tu vois les gens qui gardent tout en fait ils sont vachement attirés par ce genre de musique où ça crie la colère comme ça, et du coup là paf en fait il sortait les trucs, et en fait la transformation elle était incroyable parce que c'était à chaque début du cours il venait, il était déprimé, à chaque fin du cours il repartait et il avait une énergie de ouf. Mais waouh. Et donc quand c'est ça, c'est génial parce que oui, ça peut être un peu lourd au début, mais quand tu vois la personne et que tu as shifté l'émotion, enfin tu vois que tu as shifté l'énergie chez quelqu'un, c'est incroyable comme feeling. Mais oui, et t'es vraiment acteur de la transformation intérieure, t'es un peu le déclencheur, t'aides vraiment la personne et puis tu t'observes ça. C'est un métier incroyable en vrai. Excellent. Quand j'ai trouvé, je pense que j'ai galéré très longtemps avant de trouver un truc qui me plaisait, et quand j'ai trouvé le coaching scénique, parce qu'avant je faisais vraiment en vocal je faisais vraiment que de la technique, et quand j'ai trouvé le coaching scénique et que je me suis formée là-dedans, je me suis dit putain enfin un truc qui allie tout ce que j'aime et qui va pouvoir rallier toutes les cartes que j'ai en un seul métier que je connaissais absolument pas avant. Et moi-même en tant qu'artiste j'avais fait un coaching scénique. Et je m'étais dit putain c'est incroyable ce truc, enfin, vraiment c'est trop génial comment on fait ça, quoi. Et en fait la formation ça m'a vraiment, en fait ce qui est bien c'est qu'il n'y en a pas un pareil, c'est comme les profs de chant, t'as pas un coach scénique pareil, c'est ça. Donc tu vas avoir des gens qui vont venir du théâtre, qui vont être hyper visés interprétation, émotion, t'as quelqu'un qui va venir de la danse et qui va être là, tu vois, genre libérer le corps, etc. Et du coup moi ça me permet de mêler tout ce que j'aime, quoi. Oui, c'est top. Et du coup, tu connaissais pas, c'est quand même assez répandu ou il y a non, peu de on est très choix. peu. Hein. Oh, ok. Ouais. On est très très peu. Et pour te former, tu as quand même trouvé ce qui te convenait personnellement, parce que comme tu dis, tout convient pas à tout le monde. Donc il faut une trouver formation qui n'existe plus. Ok. Ouais, parce qu'ils ont fermé. C'était une formation à Paris et en fait cette formation elle a formé, je pense, 5 générations de coachs scéniques et puis après c'était fini, quoi. Okay. Donc j'ai eu de la chance en vrai de tomber. J'étais genre l'avant-dernière promo. Et c'était des mini-promos, on était 5, tu vois, 5, 6, quoi. Et, mais ce qui est important surtout, c'est que pas grand monde, en fait, a fait du coaching scénique derrière. C'est des gens qui venaient prendre des outils pour autre chose, voilà, tu vois. Okay, ouais. Et moi, c'est vrai que, du coup, je m'inscris un petit peu plus dans vraiment le côté coach, parce que, enfin, coach scène, après, il y a des gens qui s'appellent intervenants en scène, des gens qui s'appellent... genre, je sais pas, monteur de spectacle, enfin vraiment tu peux prendre en fait le nom que tu veux parce que c'est un métier qui est pas, c'est pas dans les clous, enfin personne sait ce qu'on fait, ils comprennent rien les gens, tu vois. Vraiment c'est catastrophique, genre autant les artistes comprennent rien, les producteurs de spectacles ils comprennent rien, à chaque fois qu'ils sont là j'ai le chat qui veut manger mon matcha, laisse-moi tranquille. À chaque fois que les producteurs de spectacle ils m'appellent, ils pensent que je vais mettre en scène le spectacle, tu vois. Tu dois expliquer à chaque fois qui tu es, ce que tu fais, vraiment. Et en fait des fois je leur dis ok, tu vois. Mais en fait on verra une fois que je serai là. Ouais, faut faire ça, ouais, pas de souci. Et puis en fait t'y vas, et puis tu vois, eux ils pensent que tu travailles pour eux.
En fait, tu travailles pas pour eux, tu travailles pour l'artiste. Mais ça, ils n'ont pas capté, tu vois, par exemple. Donc, il y a des gens qui captent et d'autres beaucoup moins. Donc, en général, dans le métier de la musique, en fait, personne ne sait ce qu'on fait. C'est génial. On est vraiment les gens de l'ombre, tu sais, genre les Batman. Des druides un peu mystérieux. Excellent. Ouais, complètement. Mais en fait, on part toujours de l'artiste et c'est très rare dans les métiers artistiques qu'on parte de l'artiste. Mais c'est fou, ça. C'est incroyable. C'est très, très rare. Les 3/4 du temps, on part du business, tu vois. On part des thunes, en fait. On part de genre, on part de l'artiste, mais mais pour faire des thunes, tu vois. Et nous, on n'a aucun intérêt financier. Ok. Parce qu'on nous engage. Oui. Mais c'est tout. Donc voilà, tu fais ton taf, tu fais tes 2 jours, et puis après, c'est fini. Après, on t'engage pas, t'as pas d'enjeu massif, un pourcentage sur la carrière de l'artiste, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est génial, parce qu'en fait... Mais ça fait que la relation que tu as avec les gens est complètement différente aussi, parce que la confiance doit être complètement différente. Ouais. Bah, du coup, l'artiste, en fait, Enfin, les gens, en fait, se sentent super soutenus. Oui. Et moi, j'ai déjà eu des discussions, ça va aussi dans des discussions, genre en ce moment, ça va vraiment pas bien, mon manager, ça va pas bien, la relation se passe mal, c'est un gros manipulateur, je sais pas comment faire. Et en fait, bah, toi, tu es cette personne qui accueille tout ça parce qu'il n'a aucun intérêt financier dans l'histoire. Et c'est essentiel, en fait, d'avoir des gens comme ça qui sont un peu des électrons libres, tu vois, je pense. Oui, et donc il y en a très peu, finalement, dans ce monde-là. Ouais. Waouh, c'est incroyable. Mais ça me fait fort penser vraiment quand même à un rôle un peu de thérapeute, parce que t'es là, tu observes beaucoup de choses, tu reçois beaucoup de choses, t'es un soutien. Ouais, c'est incroyable. Ouais, mais c'est très lié, hein. C'est très lié, et je pense que c'est aussi pour ça que ça m'attire, tu vois. Ouais, à un moment, je me suis demandé si j'avais pas envie d'être psy ou d'être un truc comme ça et tout. Puis en fait, j'étais là, je crois que ça me chauffe pas. Ouais, mais t'as trouvé, comme tu dis, une manière de rassembler toutes tes cartes, en fait, et tout ce que t'aimes bien, quoi. Et l'art-thérapie, ça m'a toujours chauffé, quoi. C'est toujours un truc que j'ai... Enfin, quand j'ai commencé, moi, les cours de chant, j'étais avec une fille qui faisait de l'art-thérapie, en fait, déjà de base. Donc, c'est vraiment, en fait, quelque chose qui a toujours été un peu là, tu vois. Le rôle du corps, elle était, formatrice Feldenkrais. Donc, tu vois, il y avait un truc, le Feldenkrais, c'est un truc c'est une pratique d'un mec allemand à la base qui en fait a développé genre comment la posture va faire que tu libères ton corps. Enfin, en fait, on était déjà là-dedans. Quand j'avais 11 ans, j'étais déjà dans des trucs comme ça, tu vois. Et moi, le chant, ça a toujours été un truc pour me libérer à la base. Donc, évidemment qu'il y a un moment où ça switch. Et du coup, tu fais ça à l'autre, quoi, tu vois. Trop bien. Cool. Ouais, du coup, le podcast Traversée, c'est le podcast de la transformation intérieure. Et donc, je voulais te demander si tu pouvais nous parler, toi, d'une transformation personnelle intérieure que tu as vécue, que ce soit au niveau perso ou que ce soit dans ton rôle de coach ou d'artiste. Waouh! J'ai l'impression d'avoir vécu que ça. J'ai l'impression que ma vie ne s'est fait que de transformation intérieure. Une massive que j'ai eue, bah clairement... C'est pas obligé massif, hein, ça peut être peu importe, comme tu veux. Bah clairement, 6 mois, ça a été le fait de devenir maman. C'était énorme en tant qu'artiste, vraiment, en tant que femme, en tant que travailleuse aussi, mine de rien, enfin tu vois, en tant que féministe, genre vraiment, c'était la transformation la plus massive de l'existence de l'humanité. Bah oui. Bah, je crois que je suis pas la seule à vivre ça, évidemment, mais clairement, la maternité, en fait, moi, ça a bousculé tout ce que je pensais pouvoir faire, et pas forcément dans le bon sens. Genre, ça a été... Enfin, tu vois, j'avais des gens... Je dis ça parce que j'avais vraiment plein de potes meufs qui m'avaient dit... tu verras, moi vraiment, limite j'ai expulsé l'enfant de mon vagina, tu vois. Et genre ce qui s'est passé derrière, c'était incroyable, j'avais l'impression que j'allais pouvoir tout faire dans la vie, etc. Ah, okay. Et moi j'étais un peu partie sur cette idée, quoi. Tu vois, j'étais là, bon, ça a l'air super votre histoire, let's go, on y va. Donc en fait, j'ai expulsé, et puis alors par contre derrière moi, la descente aux enfers absolue, au lieu d'avoir confiance en moi, Maxi, du genre je peux tout faire dans la vie, bah ça a été l'inverse. Donc là je me suis dit je n'ai plus confiance en moi, je sais plus où je suis, je sais plus pourquoi je vis à part pour nourrir mon enfant, enfin je ne suis qu'une mère après tout, genre vraiment cata.
Et en fait, par rapport à l'artistique, ça m'a mis des angoisses de dingue. En fait, après tout, peut-être que je ne suis plus une artiste, je ne suis pas faite pour être une artiste. Peut-être que tout ce que je dois faire, c'est justement avoir un vrai métier, aider les gens, peut-être à eux découvrir leur truc. Mais en fait, moi, en fait, il faut que je fasse de la thune. Donc clairement, être artiste, c'est pas possible, blablabla. Enfin bref, ça a été un bon bouleversement, quoi. Donc c'était le côté logistique qui te faisait douter. Tu avais besoin de certaines choses, notamment la thune, etc., pour subvenir aux besoins de ton enfant. Et du coup, tu disais, en fait, artiste, c'est pas pour moi. Ouais, en fait, j'ai cadré le truc, vu que j'avais que des modèles de femmes non-artistes qui avaient eu des enfants, à part une pote, mais c'est heureusement qu'elle était là, en vrai. J'ai eu que des modèles de « t'as un métier normal ». Tu vois, et en fait, j'avais vu un groupe de mamans artistes qui se réunissaient, mais il n'y avait plus de place. Donc en fait, je ne pouvais pas avoir ce genre de discussion avec des gens qui étaient comme moi, qui galéraient sur les sous, qui galéraient sur avoir une babysitter, parce qu'en fait, ça veut dire prendre ta babysitter tout le temps. Tu ne peux pas emmener ton enfant avec toi au travail, parce qu'en fait, ton travail, il y a du bruit tout le temps, donc c'est pas possible. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça où... tu prends un jour de congé, t'es pas payé en fait, tu vois. C'est un métier tellement particulier en fait. C'est très complexe et en plus moi j'avais pas le statut d'artiste là à l'époque, donc maintenant ça y est, tu vois, je l'ai eu et puis ça m'a soulagée de dingue, mais c'était beaucoup de stress en fait, énormément de stress par rapport à des femmes qui en fait, je les voyais, elles avaient pris leur congé mat. Et puis, au pire, elle prenait un congé parental, et puis ça continuait, et puis voilà. Puis moi, j'étais là, mais moi, je peux pas faire ça, en fait. Enfin, j'ai eu un mini congé mat, où je gagnais 600 € par mois. Enfin, c'était horrible. Et je vivais à Paris, en plus, à l'époque, donc autant me dire rien du tout. Heureusement que mon ex était là, quoi. Et bref, non, c'était très complexe d'un point de vue financier. J'ai eu beaucoup, beaucoup de stress et tout. Et en même temps, ça m'a permis aussi de développer plein d'autres choses. Et notamment en fait, j'ai fait tellement une descente aux enfers que je crois que derrière, la remontée était... Enfin, là, j'en suis sortie, tu vois. Et du coup, depuis... Ma fille, elle a 4 ans. Et du coup, je suis sortie de ça depuis, je pense, 1 an. Et en fait, il y a 1 an, vraiment, je me suis dit, ça ne peut plus durer, en fait, de fonctionner comme avant. Du genre, ça va bien se passer, on croise les doigts, et puis super. Et puis, en fait, tu as des angoisses tout le temps, parce que je suis quelqu'un de très angoissé à la base. Et en fait du coup, j'ai pris soin de moi, quoi. En fait, je me suis dit, allez, c'est bon, maintenant, j'ai le statut d'artiste, donc j'ai des sous qui tombent tous les mois. Mais c'est là où tu te rends compte que la santé mentale, en fait, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, clairement, c'est un truc pour les gens riches, la santé mentale. Enfin, on va pas se mentir. Aller chez le psy, ça coûte une blinde. Aller chez le kiné, ça coûte une blinde. Enfin, tout coûte une blinde, tu vois. Genre, moi, j'avais pas de mutuelle, c'était le bordel. Enfin, tu vois, genre, il faire fallait du bien, faire une journée au spa, mais ça coûte de la thune. Ouais. Tout coûte de la thune, en fait. Donc, si tu veux prendre... Moi, j'avais plein de temps. Oui. Mais j'avais du temps avec mon enfant. Je pouvais pas prendre une babysitter. Après, il allait à la crèche. Enfin, tu vois, ça allait mieux. Mais en fait, j'avais du temps, mais j'avais pas de sous pour prendre soin de moi. Donc, je culpabilisais, en plus de prendre soin de moi et de passer des sous là-dedans, parce que si tu passes des sous, en fait, t'as pas de sous pour bouffer. Donc, bref, tu vois. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux, quoi. Et au bout d'un moment, j'ai rééquilibré le financier. Et puis là, ça allait mieux. Et donc là, j'ai repris soin de moi à fond. Et puis là, la transformation, elle a été dans le bon sens, tu vois. Mais j'ai l'impression d'avoir eu besoin presque d'aller très bas, tu vois, et de me dire oulala, genre vraiment avec des pensées très dark, quoi, tu vois. Et puis pour ensuite me dire, et en fait la vie elle est belle, genre vas-y, juste ça va être bien, mais là il faut que tu stabilises, quoi. Faut que tu stabilises ton émotionnel, faut que tu stabilises tout ça. Et là du coup est arrivée la transformation du un peu plus spirituel, quoi. De se recentrer, tu vois, j'ai une copine qui m'avait prêté un bouquin qui s'appelait Rise Sister Rise, de Rebecca, je sais pas comment elle s'appelle, Campbell. Campbell. Ouais, je l'avais vu chez toi, je pense que c'est Rebecca Campbell. Et du coup, j'ai lu ce truc, et en fait, il y a eu toute cette vague, tu sais, sur le féminin sacré, tout ça, là. Et je me suis dit, mais en fait, meuf, t'es puissante, ça va le faire. Et genre, il faut juste que tu prennes soin de toi et que tu te retrouves, parce qu'en fait, là, tu t'es complètement perdue dans être une mère et rien d'autre. Et puis, en fait, t'es pas que ça, et t'as besoin d'avoir du fun dans ta vie et des trucs cool. Et
Et puis là, j'ai pu repenser un peu à moi. Et du coup, tu vois, après, je me suis acheté un oracle. Et puis, je faisais mes petits oracles tranquilles. Et ça me faisait tellement du bien, en vrai, de prendre ce temps pour moi. Tu vois, vraiment. Et puis après, ça allait de mieux en mieux, quoi. Ouais, trop bien. Mais du coup, quand tu disais, à un moment donné, j'ai rééquilibré le financier et à partir de là, ça a été mieux parce que j'ai pu prendre plus soin de moi, etc. Mais tu as rééquilibré le financier, mais c'est obtenir le statut d'artiste, c'est ça, si j'ai bien compris. Donc, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu avais vraiment la main à la base pendant tout le temps où tu ne l'as pas eu? Parce que quand tu dis j'ai rééquilibré le financier, moi, j'ai l'impression que c'est juste genre, tu as eu l'opportunité ou la chance à ce moment-là, finalement, que ça change. Ouais. Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as pu décider et faire toi, tu vois, pour changer les choses, quoi. Je crois que j'avais besoin de... J'étais tellement en détresse, ça me prenait tellement la tête, les thunes, que... En fait, Mais tu vois, je veux pas passer pour une meuf qui mangeait que des carottes parce que c'est pas le cas en réalité, tu vois. Genre, en fait, c'est ça qui est ouf, c'est que le stress était pas du tout genre réel pour de vrai. Oui, mais j'allais dire, l'anxiété était réelle. Ouais. Après, si tout le monde regarde ta situation, chacun aura un avis différent. Mais il y a des gens qui il y a des gens pour qui c'est l'enfer. De pleurer, oui, et il y a des gens qui vont dire, ça va, t'étais pas non plus en train de dormir dehors. Exactement. Mais l'anxiété, elle était réelle. Et c'était vraiment une survie, quoi. Ouais. L'anxiété était vraiment réelle et je crois qu'aussi, c'est aussi une façon... Je me suis en fait rendu compte à ce moment-là que c'était aussi un truc familial, l'anxiété par rapport aux thunes, en fait. Et que ma famille, c'est typique le genre de gens, ils ont 100 000 balles sur un compte, ils flippent, tu vois. Oui. Parce que, imagine, il arrive un truc, machin. En fait, c'est des gens qui, globalement, on est quand même sur une famille assez, pas bourgeoise, mais ça va, quoi. On est quand même sur des gens qui ont un patrimoine, etc., tu vois. Et en fait, ce qui est ouf, c'est qu'ils sont beaucoup plus riches que la famille de mon père, par exemple, qui ont beaucoup moins d'argent. Par contre, ils stressent à peu près 10 000 fois plus que de l'autre côté de la famille où il y a moins d'argent. Mais tout à fait, mais on a tous nos normes différentes, on a tous un peu nos échelles de valeur, minimum, maximum, et quand on sort de ça, on est vraiment dans le mal, mais tout est mental finalement. Tout est mental, et en fait, c'est des gens où tu te rends compte que la thune a une importance énorme en fait, là-dedans, mais c'est un truc qui est presque malsain, tu vois aussi. Il y a quelque chose de l'ordre du manque. On va manquer, alors que clairement... Non, tu ne vas pas manquer. Là, tout va bien pour toi, en fait. C'est juste que peut-être tu ne vas plus acheter de la choucroute et des gambas pendant une semaine. Là, tout va bien, tu vois. Genre, ça va bien se passer. Mais le stress, il est réel. Mais bien sûr. Vois, genre, moi, quand je parle à ma mère, elle est tout le temps en train de dire « j'ai plus de sous, j'ai plus de sous, j'ai plus de sous ». Tu vois, genre, il y a un truc de... Toute mon enfance, en fait, on m'a rabâché qu'on n'avait plus de thunes, là. Alors qu'en fait, elle avait un compte en banque avec des sous dessus, mais elle voulait pas y toucher, tu vois. Ce que je peux capter, parce qu'elle gardait de côté au cas où on est vraiment une grosse merde. Mais en fait, du coup, on m'a refilé ce stress énorme toute la life. C'est une perception. Ouais. Et en fait, là, je me suis retrouvée avec ce stress-là. C'est-à-dire vraiment le truc où pas de sécurité. Tu vois, genre mon mec à l'époque il bossait plus, il avait un tout petit chômage qui tombait, moi aussi, blablabla. Enfin, c'était stressant, en fait, comme situation, tu vois. Mais c'était pas catastrophique, mais c'était stressant. Assez pour genre, se taper des mal de bras la nuit, genre des trucs... tu sais, mon corps, il m'attaquait, en fait. Donc, tellement angoissée que j'ai commencé à développer, genre, une candidose, tu vois, genre des petites bactéries qui se baladent et qui prennent le dessus, tout le temps fatiguée, tout le temps machin. Donc, en fait, ton corps, il part en latte, en fait, tu vois. Oui, mais en fait, ton corps, il croit à ce que tu lui dis, et ça me fait penser à ce qu'un médecin m'a dit, où je lui ai expliqué aussi, pareil, je viens consulter pour voir si j'ai pas tel ou tel problème et tout. Il a vite compris mon profil, il m'a dit oui, ça m'a quand même l'air d'être le stress, hein. Et j'étais là, ok, d'accord, mais j'ai pas envie de stresser tous les 4 du mois parce que j'ai un rendez-vous chez le médecin. Ce n'est qu'un rendez-vous chez le médecin. Et il m'a dit... oui, mais si pour vous, dans votre tête, c'est très stressant et c'est très important comme un examen quand tu es à l'unif ou quoi, parce que je disais, je suis stressée de mon rendez-vous, de ne pas être en retard à mon rendez-vous, comme si j'allais à un examen. Et il me dit, oui, mais si c'est ce que vous dites à votre cœur, lui, il le perçoit comme tel. Donc, vous allez avoir les réactions physiques similaires. Et j'étais là, et ça m'arrange pas, cette histoire. Non, mais c'est sûr, je pense qu'il y a tout un truc à déprogrammer qui est énorme. En fait, on se rend pas bien compte l'angoisse comme elle est... Oui, mais donc, elle est tellement réelle, quoi. Ouais, elle même est si réelle, objectivement... Et je crois qu'elle est intégrée aussi, tu vois, énormément. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très angoissé.
Mais je crois aussi que ça vient pas de nulle part, cette histoire. Tu vois, si j'avais une daronne qui était hyper tranquille, je pense que je serais déjà beaucoup moins angoissée, quoi. Ouais, bien sûr, il y a un terrain, quoi. C'est sûr qu'il y a un terrain qui est fertile. Hein. Genre, moi, ma mère, elle a le même problème de ventre que moi. Enfin, tu vois, genre, c'est assez ouf, ces trucs de maladie aussi, tu sais, transgénérationnels, là. Je trouve que c'est assez dingue, parce qu'en réalité, c'est comme l'endométriose, tu vois, des trucs comme ça. Tu te rends compte qu'en fait, c'est des espèces de familles d'endométriose, quoi. Tu vois, t'as la grand-mère, la mère, machin. À l'époque, c'était pas diagnostiqué, mais en fait, j'ai une pote qui est en plein dedans, là. Elle est diagnostiquée plus endométriose, laisse tomber. Et en fait, elle est en train de... Du coup, sa mère se rend compte qu'elle aussi, elle avait ça. En fait, c'est ça. En fait, la grand-mère, elle avait déjà ça. Et en fait, tu vois, et c'est une famille où ils ont tous eu des soucis avec avoir des enfants. C'est une famille où ils ont tous eu des soucis, enfin, tu vois, avec des trucs gynéco, quoi, globalement, tu vois. Et nous, dans la famille, on n'a jamais eu de trucs gynéco. Par contre, on a tous eu des trucs au ventre, par exemple. Tu vois, genre, tout le monde a galéré avec sa digestion, avec des trucs de verre, tu vois, de machin comme ça. Donc, c'est assez ouf parce que... Ouais, parce que tu te rends bien compte qu'il y a quand même des trucs à déprogrammer derrière. Et ton anxiété, elle sort pas de nulle part, quoi. C'est ça. Donc c'est pas là, juste vraiment, des symptômes physiques, mais c'est autre chose qui est transmis aussi, quoi. Bah, c'est ça. Et donc, je crois que le travail, en fait, que j'ai fait dans la transformation aussi de la maternité différente, parce que c'est un peu comme ça que maintenant je l'appelle, tu vois, j'ai fait une constellation familiale là-dessus, en fait, sur comment vivre la maternité différemment. Comment, en fait, arrêter d'associer le fait d'avoir un enfant avec le fait d'être chiante. Tu vois, j'avais vraiment comme si tout était lié. J'avais pas le droit d'être ce que j'étais avec un enfant. Il fallait que je retourne dans un truc de meuf normale. Si je l'appelle meuf normale, mais en vrai, on se comprend, c'est pas meuf normale. C'est juste pour moi, c'est l'image classique. C'est l'image classique, en a, exactement. Ouais. Tu vois, avec un chien, une maison, une piscine, un petit mari tout gentil, une grosse voiture, un machin. C'était très... c'est l'image de la sécurité aussi, et c'est vrai qu'une fois que tu as un enfant, sans doute que tu ressens ça, a besoin d'être sûr d'avoir tout ce qu'il faut, donc ça te fait... Mais du coup, ça fait tu disais à un moment, je suis devenue... je me suis dit que j'étais plus que mère, etc. J'ai remis en doute le fait que j'étais artiste. Alors c'était d'une part parce que tu avais ce besoin de sécurité financière notamment, etc. Mais est-ce que tu as douté intrinsèquement du fait que tu n'étais plus artiste parce qu'il n'y avait plus de créativité ou que tu n'avais plus rien à offrir au monde, ou c'était purement genre logistique, bon, il me faut toute la sécurité, du coup, artiste, c'est pas pour moi. Mais est-ce que tu as eu genre un vide peut-être de se dire, plus de création, vraiment dans le sens que je ne suis plus artiste parce que je ne suis plus artiste. Tu vois ce que je veux dire ? Non. En fait, c'est jamais... Moi, j'ai toujours été persuadée en moi que j'avais aucun problème de création. Y a des gens, ils flippent de la page blanche, tu vois. Moi, j'ai jamais flippé de ça parce que je sais qu'elle est en moi, que la création, elle est là. Ça, je crois que j'avais quand même bien déconstruit avant d'avoir un enfant, ce truc de créativité. Notamment via le bouquin de Julia Cameron, Libérez votre créativité, que j'ai acheté, je pense, il y a genre 10-12 ans, tu vois. Et c'est quelque chose que je lis régulièrement. Donc, il y a un truc qui est, pour moi, de l'ordre du un peu divin, quoi. Tu vois, genre, je sors des trucs, ça sort, ça vient pas, voilà. Donc, en fait, j'ai jamais arrêté de créer. Même quand j'avais mon bébé, tu vois, genre vraiment, Chaël était toute bébé. En fait, j'étais pas... je créais. Il n'y avait pas de problème, juste j'avais moins de temps, j'étais plus fatiguée. Donc ça, c'était difficile à gérer, la fatigue et le temps. J'avais moins de temps. Donc, en fait, c'est surtout ça qui m'a manqué. Du temps pour développer les trucs. Et l'énergie pour développer les trucs. Mais le step créativité n'était pas vraiment le problème. C'était le step d'après. Parce qu'en fait, en tant qu'artiste aussi, on n'a pas du tout que le step de créativité à gérer. Enfin, c'est énorme, en fait, tout le taf qu'il y a autour de juste créer. C'est même, moi je dirais au final, créer c'est presque 25% de ce qu'on fait, tu vois. Et c'est la frustration aussi en vrai de plein d'artistes, hein, et c'est compliqué à vivre, tu vois. C'est genre ta grande passion numéro 1 en fait, c'est ça, et tu dois te choper plein de trucs autour qui sont pas fun en fait du tout, et qui sont faire plein de casquettes différentes. Et en fait ces casquettes là, j'avais pas de temps pour les explorer.
Et je pouvais même pas finir les trucs pour de vrai parce que dès que je voulais, par exemple, faire de la production musicale, donc faire la composition autour du truc et fignoler le truc, en fait, ça te prend un temps de dingue, tu vois. Truc tout bête aussi, mais aller réseauter, aller faire du réseau dans des soirées, machin, ça te prend du temps, puis ça te prend tes soirées, et puis ça te prend une énergie de fou. Et moi, j'avais pas l'énergie de faire ça. Je venais d'arriver en Belgique, j'étais complètement KO. Avec mon bébé qui avait 4 mois, tu vois. Et en fait, c'est surtout ça la solitude du truc, en fait. C'est se rendre compte que tout le autour, les collaborations avec d'autres artistes, ça prend du temps. Ça va te prendre une journée. Il faut que tu ailles faire une session chez quelqu'un. Ça prend 4 heures, 5 heures. Tu n'as pas ce temps-là, tu vois. Parce que ce temps-là, il est là pour garder ton enfant. Et moi, j'ai eu la chance, en plus, d'avoir un mec qui était à la maison. Et donc, j'imagine même pas les meufs qui sont à la maison et leurs mecs ils bossent en fait plein temps. Je comprends, enfin les femmes artistes qui font ça, je comprends même pas comment elles font, tu vois. Moi, j'arrêtais pas de dire à mes potes qui étaient en plein temps, je sais pas comment vous faites. J'arrive pas à comprendre en fait. Tu vois, comme si en fait j'avais plus d'organisation. Tu vois, comme si toute mon organisation était partie et j'arrivais plus à. C'était genre le temps était un espèce de grand vortex. De vortex permanent, tu vois, où genre je me perdais dedans et j'étais là, qu'est-ce qui vient de se passer ? Il vient de se passer 2 semaines, je me suis toujours pas lavé les cheveux, tu vois, genre. Genre j'ai eu un moment pour moi, mais ce moment pour moi, j'ai passé à, je sais pas, genre. À plier le linge. Ouais, à plier le linge, en fait, c'est ça, tu vois, et genre t'es là, putain, mais je me suis transformée en cette meuf, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je voulais pas être cette meuf, voilà, tu vois, et ça, grave. C'était dur. Mais en réalité, non, la création. Il y a eu un moment où j'ai essayé d'arrêter de créer en me disant genre peut-être c'est pas fait pour moi. Ça a duré 3 mois, puis au bout de 3 mois j'étais là, je tiens plus, je pétais un câble. Je dois sortir absolument que en fait je me suis rendu compte quand même que c'était un besoin. C'était pas juste je faisais ça pour le fun, tu vois, c'était vraiment un besoin. Et je me suis dit en fait il y a rien qui est lié avec les sous là-dedans. Je sais pas, enfin ou même avec un métier, j'ai besoin de la création pour exister. Parce que c'est mon moyen de transformer les choses, tu vois, et c'est mon moyen d'expulser de la matière, de la merde et des trucs cool. Ouais. Mais voilà, donc ouais, en fait, ça n'a pas été... C'est pas le souci parce que c'est un besoin. Ouais, trop bien. Mais du coup, voilà, tu as parlé de la situation financière qui, à un moment donné, a switché, du coup, ça t'a aidé. Dans cette grande transformation que tu as vécue, est-ce qu'il y a autre chose qui t'a aidé ? Quel conseil est-ce que tu donnerais aux gens qui écoutent ? Parce que du coup, l'idée de ce podcast, c'est aussi donc de parler de cette grande vague et de cette grande mer agitée qui est la transformation intérieure et comment on arrive à voir la lumière au loin et on arrive à traverser cette période parfois difficile, voilà. Oui, j'ai eu le soutien qui m'a aidée. Le fait de trouver des gens alignés avec moi, des femmes, beaucoup de femmes aussi. Je pense parce que justement j'avais besoin de femmes à ce moment-là aussi. J'étais un peu en colère contre les hommes globalement parce que je me sentais très seule. Je pense aussi dans mon couple et justement dans la maternité, je me sentais... la charge mentale, elle est réelle pour les femmes, on va pas se mentir. Il y a vraiment quand même très peu de couples où ça se passe pas comme ça. Donc je pense que j'étais très en colère. J'étais en colère contre plein de choses, genre contre les hommes de l'humanité, contre les médecins, contre tout ça. De pas aider les femmes plus. En fait, j'étais vachement en colère. Et du coup, je suis allée chercher des femmes qui m'ont aidée. En fait, je suis allée... J'ai été chez une pédiatre pour ma fille qui était super, qu'on m'avait conseillée. Mais en fait, celle qui me l'a conseillée, c'était une maman. En fait, j'ai eu des élèves incroyables qui sont arrivés à ce moment-là. J'ai eu des élèves mères aussi qui sont arrivés à ce moment-là et qui venaient d'avoir un bébé. Plus petit que ma fille. Et des plus vieilles aussi, qui avaient des ados déjà, tu vois. J'ai rencontré des mères, mais des mères qui étaient bienveillantes et qui étaient dans mon... Tu vois, par exemple, une élève qui est venue et qui était en fait avocate, donc en fait, elle était indépendante, tu vois. Donc en indépendant, en fait, ils ont les mêmes problèmes que nous, artistes. C'est pareil, c'est le même stress. Et si elle s'arrête de bosser, elle galère. Enfin, en fait,
voilà, on n'a pas le même métier, mais les problématiques sont un peu similaires au final. Et du coup, on s'est vachement rapprochés. En fait, le fait d'avoir ces élèves-là toutes les semaines, moi, ça me faisait du bien parce que justement, le fait de les voir se révéler aussi et de pouvoir discuter de ces choses-là, ça m'a fait du bien. Après, en fait, du coup, j'ai découvert cette pédiatre qui, elle, m'a conseillé différentes personnes, donc une psy, une kiné incroyable qui faisait beaucoup de trucs énergétiques justement, et en fait j'avais besoin d'être soutenue de manière différente, tu vois. Et donc elle a été incroyable. Elle m'a juste dit là clairement vous êtes au bout du roule en fait, et vous inquiétez pas, ça va bien se passer, tu vois. on va vous prendre en charge en fait. Et j'avais besoin de ça en fait, j'avais besoin de ça me donne les larmes aux yeux, j'avais besoin d'être prise en charge, tu vois. Et en fait, c'était trop bien de pouvoir avoir ça, ce soutien-là. Encore une fois, il faut être bien... Enfin, tout bien pour être prise en charge, mais je pense que parfois, quand tu demandes de l'aide, il arrive aussi. Oui, c'est ça. Le conseil, ce serait de sortir et d'aller vraiment se donner l'opportunité de trouver les personnes qui vont pouvoir nous soutenir, être là pour nous prendre en charge. Ouais, clairement. Donc j'ai eu la chance de tomber sur des filles incroyables, tu vois. Et puis après, ces gens-là, au fur et à mesure, quand tu avances, elles sont toujours là, puis tu sens le réseau, tu vois, tu sens un réseau de soutien qui se forme, et en fait, t'es plus seule. Et puis après, toi, t'es arrivée. Et c'était fou, parce que du coup, j'étais justement en train de me dire, moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un, de me tourner plus vers quelque chose d'énergétique, d'énergie, globalement de spirituel. Et en fait, j'ai rencontré plein de gens dans ma vie qui étaient en train de process ce truc-là, d'expérimenter aussi. Du coup, on a pu faire un échange, tu vois, entre soins énergétiques et chant. Et en fait, j'ai eu pas mal d'élèves aussi avec qui j'ai fait des échanges comme ça, notamment sur mon projet artistique. C'était compliqué. Puis en fait, j'ai eu une élève qui m'a dit, si tu veux, moi, je veux bien faire en échange de ça, en échange des cours de chant, moi je t'aide sur ton projet, tu vois, genre, et j'ai eu plein de trucs comme ça en fait qui me sont arrivés dessus. Mais tomber à pic, quoi. Ouais, tomber à pic. Et je crois que j'étais sortie aussi de cette dynamique de vrille vers le bas là. C'était dur à partir du moment où j'ai mis un coup de pied sur le sol et que j'ai essayé de remonter. Après, il y a eu plein de choses différentes qui sont arrivées, et après, ça m'a permis du coup de regagner de la force et de l'énergie et de prendre des décisions qui n'étaient pas faciles à prendre parfois, et de pouvoir quand même remonter à la surface plus vite, tu vois. Mais si tu n'as pas d'énergie, c'est hyper dur de remonter à la surface. Donc, il fallait la petite main tendue du début en vrai pour pouvoir remonter, quoi. Ah, trop bien que tu aies trouvé toutes ces personnes-là, quoi. Ouais. Mais oui, c'est sans doute pas un hasard, effectivement, comme tu dis, ça arrive... quand il faut. Ça arrive quand t'es prête, je crois, tu vois. Oui. Clairement, je crois qu'avant, je pense que j'étais pas prête. J'étais pas prête à voir certaines choses. J'étais pas prête à... J'en avais marre d'aller mal, tu vois. Mais j'allais pas assez mal. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça qui est dur parfois, c'est qu'il faut vraiment aller toucher vraiment jusqu'au bout du fond. Ouais, de ouf. Pour pouvoir remonter, quoi. Comme tu dis, en fait, il faut arriver à toucher le sol au fond pour se relancer. Ouais, moi, ça a été... franchement, le déclencheur, c'était le corps. C'était ce truc de me dire, en fait, j'en peux plus d'être malade. En fait, je me rends malade, là. Il y a un truc de maladie qui est présente. J'avais l'impression de... Et en fait, c'était... je sais pas si c'était vraiment la candidose ou quoi, j'en sais rien, mais... Il y avait un truc où mon corps, il était en train de lâcher, quoi. J'avais l'impression d'avoir l'énergie d'une meuf de 80 ans. Enfin, c'était dur, tu vois. Et à un moment, du coup, j'ai dû passer par le corps. J'ai l'impression que ça se passe souvent comme ça. Enfin, si je reprends l'exemple de mes meilleurs potes, là, c'est vraiment son corps qui a lâché aussi. C'est le burn-out, tu vois, qui est arrivé, qui lui a pété à la gueule. Et puis, en fait, c'est via le médecin, tu vois, tradit un peu, que tu arrives, et puis que le médecin tradit, il te fait quand même là, c'est bof ce qui se passe, vous allez pas hyper bien. Puis là, t'as besoin de ça. Puis moi, je me suis mis à chialer, mais tu sais, genre vraiment, t'es là, ça sort toute seule dans le truc du médecin, où à la base, t'y allais juste parce que t'avais mal au genou. Tu vois. Oui, c'est ça. Et tu dis, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Mais oui, quelque part, voilà, ça va de pire en pire jusqu'à ce que ça aille assez mal pour qu'on accepte de voir, parce qu'en fait, on sait plus faire autrement, quoi. Ouais, grave. Ouais.
Ouais. Voilà. Du coup, la dernière question, c'est pour toi, c'est quoi le bonheur et c'est quoi être heureuse? Et comment tu fais pour y arriver, quoi? Rien que ça. Rien que ça. Alors, en une phrase, non, pas du tout, je peux pas. Putain, vaste question. Je pense que pour moi, c'est d'être la plus alignée avec ce que j'ai envie de faire. C'est d'être bien là où je suis, sans penser à... Enfin, un peu le moment présent, quoi, tu vois, de pas penser au futur ou à machin, justement, essayer d'enlever le maximum d'angoisse possible. Et comment j'y arrive? Ben, je crois que j'ai besoin de plein d'outils différents. Il n'y a pas une seule façon d'y arriver. Ça peut être... Et puis j'ai l'impression que les outils ils changent en fonction des moments aussi. Trop bien. J'ai des moments où je vais avoir besoin juste de... Je sais pas, de faire un dessin avec ma fille et je vais être trop contente. Et il y a des jours où vraiment ça marche pas du tout. Et en fait, je vais avoir besoin au contraire d'aller... je sais pas, de me prendre 30 minutes pour moi, de pleurer un bon coup et puis de tout laisser sortir, tu vois, d'avoir vraiment des moments en fait où je fais une petite capsule, une petite parenthèse dans le monde de tous les jours et je vais me laisser ce temps pour process. Moi j'emmagasine beaucoup, je prends beaucoup d'énergie de plein de gens en plus parce que je bosse avec plein de gens différents. Mais souvent c'est assez lourd. Après la transformation aussi, quand je bosse avec les gens, elle me rend heureuse, tu vois, donc clairement ça peut être ça, mais ça me vide aussi beaucoup, tu vois, le fait de donner beaucoup d'énergie en général ça me fatigue et du coup si j'ai pas ces capsules dans lesquelles je peux vraiment en fait process un peu ce qui vient de se passer. En fait je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment j'emmagasine et là je commence à angoisser à fond. Donc ça peut être ça peut être tu vois genre un soin énergétique par exemple, ça me recentre à fond et ça me fait du bien, ces espèces de petits resets comme ça. Avant moi j'allais beaucoup genre au hammam pour ça me faisait pleurer, c'était mon soin énergétique en fait, le hammam. Avant que je connaisse les soins énergétiques, c'était mon soin énergétique, j'y allais. Des fois j'avais besoin de rester 2h30 avant que ça craque. Tu vois, genre vraiment je suais et puis d'un coup genre ça y est, ça lâchait, je sentais que les tensions elles lâchaient et puis après je sortais puis j'étais bien. Et donc je me suis trouvé plein de petits trucs comme ça peut être un bouquin que j'aime bien, ça peut être film un peu cocoon, tu vois, aussi que j'aime bien. Mais j'ai plein de petits outils très très basiques en fait, genre vraiment allumer des bougies, des rituels que je kiffe et qui me font du bien. Je crois que pendant longtemps aussi, justement la période où ça allait pas bien, je me suis pas permise de faire des trucs qui me faisaient du bien. Notamment par exemple j'avais un mec qui met pas les bougies, donc en fait je me suis pas écoutée, tu vois, j'ai pas allumé mes bougies pendant genre 5 ans. Et en fait vraiment ça me faisait pas du bien quoi. Moi j'ai besoin tous les jours d'allumer des bougies, genre c'est con mais ça me fait du bien. Et c'est génial que des choses aussi simples et accessibles fassent autant de bien en fait. C'est ça qui est top, de trouver des petites choses mais qui peuvent comme des briques en fait, vraiment on ajoute plein de petites briques et après on se sent trop bien. Et c'est des choses trop bien. Et maintenant il y a un truc aussi que je fais via une fille, enfin une copine qui m'a fait du bien, c'est que dès que j'ai un échec, un mini échec, genre tu vois, peux me prendre une petite claque, ça peut être je sais pas quelqu'un qui refuse quelque chose que je lui ai proposé, ou dans l'artistique, je sais pas, tu vas te prendre un commentaire de merde sur Insta, tu vois, des trucs comme ça. J'essaye de me faire un mini cadeau, tu vois. Trop bien. Et ça peut être des trucs tout bêtes, genre elle m'avait conseillé, tu vois, elle va s'acheter une fleur, tu vois, pas genre un bouquin, elle s'achète une fleur à 80 centimes et en vrai et ça fait un truc positif sur ton truc négatif qui s'est passé. Et moi chaque fois que j'ai un truc négatif, au moins j'y pense, et je me dis là c'est négatif mais va te faire un petit kiff en fait, genre essaye de pas ruminer le truc, ou alors vide. Enfin tu vois, maintenant je vais plus justement process au lieu de éviter, et je vais me dire ça m'a fait du mal,
je vais pleurer le truc qui m'a fait du mal. Enfin, moi, je vis beaucoup par le pleur, en vrai. C'est vraiment ma technique favorite. Donc, je vais pleurer pendant, genre, je sais pas, 1 minute. Et puis après, une fois que j'ai vidé la minute, je suis là, ça y est, c'est bon, on passe à autre chose, tu vois. Ouais, vraiment accueillir et permettre au truc de se passer dans le corps. En fait, à la transformation intérieure, vraiment de se passer dans le corps. Ouais. Et puis après, voilà, merci, au revoir, quoi. Ouais, merci, au revoir, parce que sinon, ça s'accumule et après, c'est l'enfer. Et moi, j'ai les muscles tout tendus, j'arrive plus à chanter. Enfin, tu vois, genre, vraiment, j'ai des tensions dans tous les sens. J'arrive plus à dormir, je fais des insomnies la nuit à fond. Pas envie, quoi. Mais trop bien, trop bon conseil, plein de petites choses toutes simples en fait à mettre en place. Trop cool. Eh ben, dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver, qu'est-ce que tu proposes, voilà, qu'est-ce que les gens peuvent venir chercher chez toi, où, comment, enfin voilà quoi. Et ben, du coup, on peut me retrouver donc là où je suis le plus active, c'est Instagram. C'est le plus facile pour moi, donc c'est elbi.san, elbisan. Et puis après, je suis sur Bruxelles. Et on peut faire des sessions individuelles. De temps en temps, j'anime des petits ateliers aussi en collaboration avec d'autres collectifs. Plutôt de musique, mais ça peut être assez varié, voilà, sur des trucs artistiques plutôt. Et voilà, si c'est pour une transformation personnelle d'art, je suis là. Voilà. Et on peut aussi écouter ton podcast du coup, Artiste en équilibre, artiste au pluriel, en équilibre. Au pluriel, et c'est pas un podcast que pour les artistes, parce que moi de l'écouter. Je l'écoute avec grand plaisir et je trouve qu'il y a plein de conseils ou plein de choses que tu dis qui sont utiles pour tout le monde en fait. Donc, oui, mais clairement, c'est en fait le but, c'est aussi de se dire que les artistes sont pas si loin des travails ordinaires aussi qu'on a, et en fait que tout le monde est un peu artiste en soi. Bah oui. Et en fait, c'est juste qu'on a plus ou moins libéré le syndrome de l'imposteur de la créativité, quoi, tu vois, et puis qu'on a plus ou moins développé ces compétences-là. Mais que voilà, ça peut être destiné à quelqu'un qui veut se lancer un peu là-dedans, ça peut être destiné à quelqu'un qui est déjà là-dedans. J'ai beaucoup d'artistes déjà accomplis qui écoutent. Quelqu'un même qui juste apprécie la créativité, ou apprécie l'art. Ouais. Et donc ça, on le retrouve aussi sur Instagram, artiste au pluriel. Underscore en équilibre. En underscore équilibre. Ouais. Okay. Ou sur Spotify et compagnie. Ou sur Spotify et toutes les plateformes de podcast. C'est ça. Trop bien. Merci beaucoup, Lucille Elbi, d'être venue. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à donner 5 étoiles au podcast, à vous abonner, à le partager. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.